Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je m'appelle Paola Pérez, je soutiens et j'accompagne des parents depuis plus de 10 ans et aujourd'hui nous allons parler d'hygiène naturelle infantile ou de communication-élimination. J'accueille donc Annabelle Kermanek. Merci beaucoup d'être venue pour parler de ce sujet. Et donc tu es psychologue. Oui, psychologue sociale de base, je viens de SS en psychologie sociale, ce qui m'a amené tout naturellement à être aussi en contact, à nouer des relations, à travailler sur les relations, la communication avec les gens, et puis ça m'a amené petit à petit à m'intéresser aussi aux enfants, puisque moi-même j'ai eu des enfants, donc voilà, par ce biais-là, je suis allée tout naturellement vers le travail psychologique avec les enfants, et puis en fait dans la pratique le maternage m'a amené, en fait l'allaitement m'a amené à être vraiment proche de mes enfants, à être toujours avec eux, à être vraiment à l'écoute de leurs besoins, et naturellement j'ai glissé vers cette pratique qui m'a vraiment interpellée et intéressée. Donc tu as 3 enfants. Oui. Et tu as pu pratiquer l'hygiène naturelle infantile avec tes 2 plus jeunes? Oui, c'est ça, parce que la première, j'étais pas encore au courant, et donc des bouquins d'ailleurs que je vous montrerai à la fin, qui est vraiment intéressant et qui englobe vraiment toute cette pratique, m'a vraiment... je l'ai connue vraiment tardivement, donc pour ma première c'était vraiment à la fin, donc c'était trop tard, elle avait déjà plus de couches, mais pour ma deuxième j'étais enceinte et j'avais vraiment décidé de le faire dès le début et de m'y intéresser vraiment au départ. Donc du coup j'ai lu le bouquin pendant la grossesse et voilà, je savais que c'était ça que je voulais faire, et ça répondait tout à fait à ce que je ressentais en fait déjà, mes intuitions profondes. Donc voilà, ça a été vraiment le déclencheur. Alors, on va un petit peu expliquer justement ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est une pratique, une approche qui est ancestrale de toute façon, oui. Mais en même temps assez peu connue. Oui. Assez peu répandu, oui, surtout ici dans nos sociétés, mais dans d'autres pays c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des familles. Oui, ça fait... c'est vrai qu'après j'ai quand même essayé de m'intéresser à la façon dont c'était pratiqué dans le monde, et c'est vrai qu'on voit qu'en Occident c'est pas du tout pratiqué, et ça paraît complètement ésotérique et quelque chose d'impossible à mener, alors que en Afrique et puis dans des pays où les enfants, d'ailleurs parce qu'ils sont déjà tout nus, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements, on le pratique en Inde aussi, on le pratique beaucoup, en Chine. Alors bon, la Chine c'est pas forcément un pays où il fait très chaud, mais il y a déjà des pantalons ouverts où ils peuvent faire pipi, se soulager assez facilement sans que il y ait besoin de couches. Et c'est vrai que du coup nous c'est un apprentissage, parce qu'on l'a perdu, cet instinct de faire attention à ce besoin-là. Alors on a le besoin d'allaitement, le besoin du toucher qui est présent, et on comprend, mais ce besoin-là il a complètement disparu et on ne le comprend pas forcément. Les gens n'y font plus attention, et c'est vrai que moi les pleurs au départ, je pensais que c'était de l'allaitement, un besoin de succion, un besoin de téter, et en fait il y a des pleurs qui sont aussi liés à cette envie de se soulager, et c'est vrai qu'en fait on s'en aperçoit quand une fois qu'ils ont tété et qu'ils sont toujours pas bien, on comprend que c'est ce besoin-là qui est aussi vital et primordial, qui est aussi à la base des besoins, qui est un besoin archaïque en fait du bébé. Donc pour aller un peu plus dans le sujet, c'est effectivement une approche qui a pour but d'affiner la communication, de continuer la communication avec son enfant sur tous ses besoins, ainsi que dont le besoin justement de se soulager, comme tu dis, d'uriner ou de déféquer, qui font partie des besoins de l'éventail des besoins d'un nourrisson, et c'est un besoin archaïque dont on n'a plus conscience dans nos pays, dans l'Occident en tout cas, et qu'il faut justement apprendre à reconnaître. Et donc ça, évidemment, quand j'ai fait pour ma première fille, pour
justement pour ma seconde fille, puisque je l'ai pas fait pour ma première, et ben c'était des signaux que j'entendais pas forcément, donc il a fallu que je les comprenne, que en fait quand on apprend à connaître son enfant quand il vient de naître, on le connaît pas et on le découvre au fur et à mesure. C'est pareil, on a appris à cheminer, on a cheminé ensemble pour comprendre ces signaux, pour les détecter. Alors on peut passer par différentes façons de faire, et puis quand on n'est pas sûr et au début on se sent pas à l'aise avec ça, on peut passer au timing, ça s'appelle donc du timing, qui fait qu'on propose à des moments clés, par exemple le réveil, par exemple avant de s'endormir, des moments où après une tétée, c'est des moments qui peuvent permettre de se donner un rythme et puis de comprendre après ces signaux qui sont très fins en fait, des signaux de communication. Et puis il change beaucoup en plus, c'est quelque chose qui est très variable, qui évolue dans le temps, donc c'est vraiment comme une communication, c'est quelque chose qui est pas fixé dès le départ et qui ne va pas évoluer, ça évolue dans le temps et c'est très riche et ça s'enrichit au fur et à mesure avec la relation, l'ajustement de chacun et puis la relation qu'on établit avec son enfant. Donc c'est très très personnel, c'est pour ça qu'on peut donner des conseils en gros, mais c'est aussi quelque chose qu'on éprouve en relation avec son bébé et qui est très fort, qui crée un lien très fort. Et je m'en aperçois encore plus avec mon troisième enfant, donc Ewen, qui est un garçon. Je suis encore plus rentrée dans cette communication. Je me suis moins attardée à ce que ce soit, qu'il soit entre guillemets propre, c'est-à-dire qu'il fasse pipi sans que ce soit à des endroits un peu n'importe où. Mais je me suis j'ai senti que cette communication, attachée à cette communication, a senti ce rapport, ce lien qui était encore plus riche, sans se soucier forcément de cette hygiène, de cette indigène. Oui. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent faciliter un peu la vie, qui peuvent faciliter cette approche, tout en sachant qu'effectivement, selon les circonstances, selon l'endroit où l'on vit, selon l'activité, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt à la campagne ou au contraire plutôt en ville, est-ce que il y a des trajets par exemple en voiture ou pas, et puis à quel moment on le met en place, est-ce que c'est quand l'enfant vient de naître ou au contraire quand ça a pris un peu plus de temps et qu'on le met en application après. Mais il y a beaucoup de façons de faire. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de donner quelques balises, mais en sachant et en permettant aux parents d'y aller à leur rythme sans pression. Oui, c'est ça. C'est comme dans tout maternage, on peut donner des pistes, des choses qui peuvent aiguiller, mais après c'est aux parents de faire aussi son cheminement et puis quelquefois ses erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi par les erreurs et le tâtonnement. Mais c'est vrai que moi je peux pas dire qu'il faut absolument commencer dès le départ, c'est pas rédhibitoire, et effectivement on peut le faire à tout moment, c'est possible à tout moment et ce sera toujours bénéfique si on le fait parce que si on le sent et si on est motivé pour le faire, ce sera toujours bien et ce sera vraiment, de toute façon bénéfique. Après, dans l'idéal, c'est vrai que c'est bien de commencer dès le début parce qu'on suit l'enfant et on comprend encore mieux, ce sera encore plus facile par la suite. Donc évidemment, c'est d'autant mieux. Mais ça peut être fait à 1 an ou alors faire aussi en alternance avec des couches et puis laisser des moments où à la maison, on se sent plus à l'aise, le faire à des endroits où on se sent à l'aise et puis enlever la couche où on se sent dans les endroits où on se sent à l'aise. Moi, je sais que pour ma fille, je me sentais plus à l'aise à l'extérieur et du coup c'était vraiment facile. À la maison c'était plus compliqué parce que je me sentais absorbée par d'autres choses, j'étais moins en lien avec elle et du coup je la laissais quand même les fesses à l'air ou en culotte, mais il y avait des pipis un peu qui n'étaient pas forcément compris ou j'avais pas compris qu'elle voulait, mais ça peut se faire, si on le sent plus à certains endroits, ça peut être à ce moment là où on se met plus à la tâche d'écouter ces signaux là. Et puis la nuit aussi c'est pareil, c'est aussi parce que c'est 24 heures sur 24 et ça, on peut se dire mais moi je me sens pas du tout prête à le faire la nuit et de pas le faire la nuit, et puis après ça vient petit à petit, et l'enfant lui quand on est à son écoute il va nous le signaler, et si lui ça le dérange il nous signalera qu'il veut pas du tout avoir ses couches et qu'il a envie d'être tranquille et débarrassé de ça, et il a envie de faire pipi. Donc voilà, ça peut se faire. Moi je sais, du coup j'ai lâché complètement prise avec les couches et je me suis dit même s'il y a des accidents, si on arrive à avoir
avoir des pipis et quelques cacas qui sont par terre, c'est pas grave, en plus c'est tout petit, c'est pas vraiment difficile à nettoyer, on le fait rapidement et voilà, ça faisait partie du cheminement et bon, ça m'a pas semblé non plus compliqué à gérer, et même moins d'ailleurs que à changer la couche, à ne pas oublier d'emmener ça quand on part, avoir les lingettes, enfin tout ce qu'il faut pour nettoyer. Voilà, ça fait partie. Moi, je me sens libre en faisant ça, et c'est comme l'allaitement, c'est quelque chose qui nous rend libre parce que on peut faire tout ce qu'on veut, on peut partir sans qu'il y ait de contraintes. C'est vraiment quelque chose qui libère, et puis bon, qui en plus, qui est surtout riche au niveau du lien qu'on crée avec son enfant. Et puis je m'aperçois que bon, c'est différent les filles, les garçons, je pense, parce que je le sens en tout cas avec Cerise et Ewen, il y a une autre façon d'appréhender son corps, mais ils ont un lien, une conscience de leur corps qui est complètement différente, parce que j'ai des amis qui ont des enfants qui ont des couches, des petits qui ont des couches. Ils n'ont pas du tout la même conscience de leur corps, je le sens même au niveau de leur façon de marcher, oui, c'est ça bloque complètement, les hanches sont complètement ouvertes, ça bloque, ça les fait un peu marcher en pingouin, et puis ils découvrent pas leur corps. Et c'est vrai que je vois que un enfant qui n'a pas de couche, il va sentir ses fesses, il va sentir ses organes génitaux, et c'est quelque chose qui est important pour l'enfant, parce qu'il aura appris à se découvrir sans que ce soit globalité, et pas juste et sans que ce soit une frénésie, parce que je vois des petits à qui on enlève les couches, surtout les garçons, ils sont après complètement pas dans le terme obsédés, mais vraiment ils ont envie de se découvrir, et ça devient presque une obsession, tellement ils n'ont pas eu la possibilité de le faire avant, alors que quand c'est fait doucement, régulièrement, ils ont déjà fait cet apprentissage et cette découverte. Du coup ça se fait dans une continuité et naturellement. D'accord. Donc tu nous parlais tout à l'heure du timing. Est-ce que tu as d'autres exemples de timing? Oui. Alors oui, c'était après le réveil. Moi je le faisais vraiment. Là c'est vraiment quelque chose qui peut être fait par tout le monde. C'est vrai que ça paraît évident, quand on se réveille on a envie d'aller se soulager. Avant un voyage, parce que c'est vrai qu'en voiture je pense que c'est là où c'est un peu plus compliqué, et évidemment c'est pas du tout adapté au fait de laisser complètement libre un enfant, parce qu'il va avoir envie de faire pipi, donc forcément il va falloir s'arrêter à un moment donné. Donc au début c'est un peu plus compliqué, mais on peut proposer justement avant un trajet, quand on sait que c'est pas trop long, de lui faire un pipi, et puis ou caca, et comme ça au moins il sera soulagé avant le trajet. Après, c'est vrai que le matin c'est aussi quelque chose d'important. Après une tétée aussi, parce que souvent c'est vite digérer le lait, donc ça peut être à ce moment-là. Et puis oui, peut-être quand on sent que ça fait un petit moment qu'on ne lui a pas proposé, on peut proposer aussi, ça peut faire partie d'un timing, en se disant moi je sens que ça fait peut-être un petit moment que je ne vais pas proposer, au lieu que d'attendre que je repère un signal, on peut proposer, si ça vient pas, on proposera un autre moment où on sentira, on entendra ces signaux avant-coureurs pour pouvoir les proposer. Donc là, on a parlé donc du timing. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui peuvent aider justement les parents à peut-être se lancer et puis, alors, c'est vrai qu'il y a aussi ces signaux verbaux ou non verbaux du bébé. Alors ça peut être donc par la voix, par des bruits qu'il va faire, par le corps aussi beaucoup, parce qu'il communique beaucoup par le corps, le bébé, surtout au départ, avant de pouvoir parler. Donc on le sent. Et alors, moi je sais que c'est une des façons qui était plus facile pour moi de repérer ces signaux, c'était de l'avoir beaucoup aussi en écharpe, de le porter beaucoup, de l'avoir aussi beaucoup près de moi, et ça aide vraiment énormément, et c'est ça qui m'a aidée à la maison, parce que j'avais pas eu cette compréhension là avec Cerise à la maison, parce qu'elle était, je la mettais sur moi, mais quelquefois aussi je pouvais la laisser un peu vagabonder, et du coup c'était plus compliqué. L'avoir beaucoup près de soi, sur soi en écharpe, ça aidait beaucoup, et on sentait, d'ailleurs
on avait l'impression qu'ils se retenaient plus en étant en écharpe que s'ils étaient posés. Tout de suite posés, ils faisaient pipi, alors que sur moi, non. Donc il y avait aussi, parce que ils sont rassurés, ils ont ce lien. On est là, des mammifères, et les bébés mammifères sont proches de leur maman. Ils ont besoin de ce contact, cette chaleur, pendant longtemps après l'accouchement. Et donc ça, je pense que c'est un lien pour essayer de réguler leur ou peut-être aussi que le fait qu'ils soient dans l'écharpe, ils n'ont pas forcément envie de se soulager là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont peut-être gigoter un petit peu ou faire des sons ou commencer à pleurer. Et puis en fait, une des façons d'interpréter ça, c'est qu'il veut sortir, mais en fait il veut juste. Il a juste envie de revenir vite fait après dans l'écharpe. On le pose et il fait pipi et puis après. Mais en fait, c'était simplement que il voulait pas se salir et salir sa maman. D'être dans de souiller l'endroit où il était, mais de le signifier pour que justement ce soit fait ailleurs. Oui, je pense que ces théories ces hypothèses sont possibles, sont tout à fait crédibles dans l'hygiène naturelle. On repère que de toute façon, un petit, il n'a pas envie de faire pipi dans son lit, il se sent pas bien, il va se réveiller. Donc c'est vrai que ça fait partie. On a envie d'être dans un endroit sain et d'être à l'aise et d'être de pas avoir un endroit souillé. Je pense que c'est important pour un petit. Il le ressent beaucoup. Et c'est pour ça que de dire la notion de propreté ça n'a rien à voir avec le fait de faire pipi par terre. Un enfant n'est pas sale s'il fait pipi par terre. C'est juste que il a son corps réclame des besoins et qu'il va le faire, il va les exprimer là où il peut. Mais si on lui propose justement un endroit adéquat, c'est ce que nous on peut lui apporter, c'est cet endroit, lui proposer des endroits qui soient adaptés à notre habitat et que ce soit pas partout dans la maison. Mais sinon c'est pas une question de propreté qui est en jeu là-dedans. D'accord. Donc là les signaux ça peut être corporel avec effectivement une façon de gigoter ou ça peut être aussi verbal. Donc la panoplie c'est très vaste et puis ça évolue. Oui. Selon chaque enfant c'est différent. Chaque enfant aura sa façon de l'indiquer, mais ça peut être verbal ou non verbal. Il faut savoir que c'est pas forcément bruyant et quelque chose de distinct. De toute façon, c'est une relation. On communique pas avec quelqu'un à trois pièces de différence. Il faut être proche. Et de toute façon, un bébé réclame d'être proche de sa mère quand ils sont petits. Donc avec le temps, ça va évoluer et on va pouvoir justement allonger un peu le fil qui relie la maman à son enfant. Mais au départ, évidemment, on est proche de lui. C'est comme ça que ça se passe. Et puis ça peut être des choses très fines, c'est-à-dire que par exemple j'avais lu que ça pouvait être des enfants qui étaient en train de jouer puis qui s'arrêtaient de jouer, l'absence de quelque chose, non pas émettre un son, mais c'est juste s'arrêter. Mais oui, sentir une concentration extrême et se dire je sens que ça doit être pas loin. Oui, et on va l'affiner, on va le comprendre après par la suite en voyant que quand c'est répété, des fois, dans un premier temps, on va se dire en fait, c'était ça, c'était pour dire qu'il avait envie de faire pipi. Et ça va se comprendre par la suite. Mais c'est vrai que ça peut être effectivement des choses qui nous paraissent pas forcément très voyantes, mais si finalement c'est très voyant parce que le fait de s'arrêter de jouer c'est quand même important pour un petit. Donc et donc ça c'est la deuxième façon de repérer ces signaux, la façon de gérer l'hygiène naturelle. Et la troisième chose qui va se développer, je pense, par la suite, parce qu'il faut pas l'attendre dès le début, c'est cette intuition qu'on va avoir qui va faire que intrinsèquement, nous, en tant que maman, on va sentir qu'il a besoin, on ne sait pas pourquoi, mais on le sent en nous, on sent qu'il a envie à ce moment-là, et puis parce qu'on est toujours avec cet enfant, on l'aime, et ce lien va faire qu'on va sentir cette intuition vraiment s'épanouir. Et même, moi j'ai senti quelquefois en portant mes deux enfants,
une sensation de pipi, oui. Et en fait, il n'y avait rien, et se dire mais c'est pas possible, t'as fait pipi, et non, parce que il avait envie, mais donc on sentait ce besoin-là, mais et voilà, on le sentait en nous, qu'il avait ce besoin de faire pipi, et c'était en nous, c'est fou, ça passe par le corps. Le corps nous communique aussi des choses, ça passe pas forcément par l'intellect. Ouais. Ouais, faut un peu, c'est vrai que ça demande beaucoup de lâcher prise et pas trop intellectualiser, parce que quand on veut trop faire intellectualiser, on est dans le contrôle aussi. On veut des résultats, on veut plein de choses qui font que ça nous stressera, ça ne donnera pas quelque chose de pleinement épanoui avec son enfant, et il faut essayer de se détacher de ça. Alors c'est vrai que c'est pas évident au début, mais en rencontrant des personnes qui le font, qui le vivent, je pense que c'est comme toute pratique qui est un peu différente de ce qu'on voit dans notre société. Il faut pouvoir se faire entourer, il faut pouvoir voir des gens qui le font et qui vont nous rassurer sur le fait que ben oui, c'est normal qu'il y ait des pipis par terre, c'est normal que ça arrive, qu'on n'ait pas saisi ce besoin-là, que quelquefois on n'a pas envie à ce moment-là de le pratiquer parce qu'on est fatigué. Voilà, il faut pouvoir se donner aussi ses limites, parce que à ce moment-là c'était pas possible, et puis c'est pas un échec, ça fait partie de cette expérience, elle est comme ça, et il faut apprendre à lâcher prise. Mais bon, c'est ce qui est difficile dans notre société aussi, de vouloir tout contrôler. C'est sûr. Surtout avec le regard des autres, quand une maman, quand un parent pratique l'hygiène naturelle, dans notre société déjà, c'est peu fréquent, et puis quand justement il y aurait un loupé entre guillemets, ou un petit pipi qui passe par là, qui arrive quand même du coup, régulièrement. le regard de l'extérieur peut être plus ou moins pesant pour le parent. Un peu jugeant et ironique. Moi je sais que ce jugement un peu ironique, cette façon de plaisanter, moqueur, en disant bah oui mais ça marche pas, mais c'est pas un résultat qu'on essaye d'atteindre. Alors oui, effectivement ça permet, ça leur apprend à gérer leur continence, ça leur donne une conscience du corps qui est complètement différente d'un enfant qui est en couche, mais ça se fait pas comme ça d'un coup, et puis il va pas faire pipi. C'est pas l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel de cette pratique-là. Oui. C'est vraiment sentir cette communication qui est créée, que l'enfant comprend son corps et comprend ses besoins, et c'est vrai que même plus tard, moi je sais que pas mal de fois, beaucoup de fois, j'ai retardé le moment d'aller aux toilettes en me disant mais non, j'ai d'autres choses à faire. Et c'est vrai qu'on se dit mais non, c'est pas normal de faire ça. On devrait, dès qu'on a envie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de constipation. Moi je connais beaucoup de gens qui ont des constipations énormes, qui ont des problèmes après au niveau intestinaux, qui ont après des problèmes aussi d'infection urinaire, parce qu'ils ne vont pas assez, ils se donnent pas le moment où ils sentent. Ils s'écoutent pas, et du coup ces répercussions on l'a toute la vie, et c'est pour toute la vie. On travaille aussi pour le long terme, et sur ce besoin qui est vraiment fondamental, et qui fait partie qui peut être très problématique aussi par la suite si on le sent pas. Ce que j'avais vu aussi, c'était qu'il peut y avoir comme un langage un petit peu à l'intérieur de la famille pour ça, c'est-à-dire soit la langue des signes quand on est un petit peu habitué, soit des petits bruits de la maman, des choses comme ça qui sont comme des petits codes pour savoir est-ce que tu veux, est-ce que tu aurais besoin d'eux. Oui, c'est ça peut. Alors c'est vrai que la langue des signes, moi je l'ai pas pratiquée, mais j'ai vu des mamans le pratiquer, et donc voilà, pour signifier au bébé, au petit, qu'il avait envie. Donc ça, c'était compréhensible pour lui. Et moi j'amenais mes deux enfants au lavabo, parce que c'est le plus simple quand ils sont tout petits, et le fait de faire le bruit, ça leur permet de comprendre que c'est le moment où ils peuvent se relâcher. Et donc ça aidait bien, et je vois maintenant. Je le voyais pas forcément quand ils étaient tout bébés, mais maintenant mon fils Ewen, qui a 3 ans, me fait quelquefois le psy pour essayer de se faire pipi au moment où il se dit bon bah là je suis aux toilettes, allez, j'aimerais bien aller faire
pipi, donc il se le fait lui-même, son psy, pour essayer de se libérer, se détendre. Et donc voilà, c'est des petits signaux qui peuvent aider. Ou alors pour le caca aussi, quand on a le bébé près de soi, on l'a contre donc le dos contre son ventre et on lui tient les jambes. D'essayer de contracter un petit peu le ventre, ça permet aussi de faire caca et puis de se détendre et de faire caca tranquillement. Maintenant qu'on a vu un petit peu, qu'on a passé en revue un petit peu les signes, etc., on peut faire un petit point pratico-pratique des ressources que l'on peut avoir et puis un petit peu peut-être des petits trucs et astuces au quotidien. Bah oui, bien sûr, ça peut aider. En ressources, donc il y a des forums, il y a des sites maintenant. C'est vrai que c'est de plus en plus fourni. Quand on est anglophone, on trouve beaucoup. Quand on est francophone, un peu moins, mais on en trouve. Avec le Canada, il y a la partie en plus francophone du Canada qui font aussi beaucoup de sites sur ce sujet. Il y a aussi maintenant pas mal de sites en français et en tapant sur un moteur de recherche, on trouve quand même de toute façon des choses. Dans les magasins aussi, maintenant aussi spécialisés de bio ou alors de maternage, on en trouve aussi. On trouve aussi des choses, des vêtements qui seront adaptés à un bébé en hygiène naturelle, donc c'est vrai qu'on peut trouver quand même des choses. Et puis après on peut aussi fabriquer par soi-même ou avoir des idées qui peuvent permettre avec des choses courantes de la vie quotidienne. Moi je sais que j'utilisais beaucoup les t-shirts, donc pour mes enfants, les petits t-shirts on en trouve, voilà, parce que les bodys c'est vraiment pas pratique, ou alors il faut laisser le body ouvert, complètement ouvert, mais bon après c'est moins pratique. Les t-shirts on en trouve facilement, des petites culottes aussi, je mettais des culottes de 2 ans, de 3 ans parce que les fesses des bébés elles sont déjà bien rondes, donc elles grossissent pas énormément, même à 2 ans ils peuvent les mettre facilement encore ces culottes, donc je mettais des petites culottes de 2-3 ans. Et puis après dans les magasins spécialisés on en trouve qui sont adaptés. Au pire quand on a l'enfant dans l'écharpe, on peut même le mettre sans culotte parce que avec peut-être des jambières. On a les jambières qui sont là, c'est vrai que pour le coup c'est bien d'acheter sur des sites qui en vendent facilement, c'est des leggings, donc des choses qui sont des baby legs, pardon, pas des leggings, des baby legs qui permettent de mettre au moins de protéger les jambes quand il fait froid, d'avoir les jambes bien au chaud et de laisser les fesses d'avoir un accès facilement. Et puis avec des chaussettes, on met les chaussettes quand il fait froid, des petits chaussons et après avec un t-shirt, un pull, c'est ce qui est le plus important pour le petit, et le reste est accès, on a accès facilement et on n'a pas besoin de tout enlever pour les déshabiller quand on part. Alors, ce que je crois qui est le plus difficile au final, c'est de trouver des pantalons qui soient pas trop larges, parce que il y a certains pantalons pour enfants qui sont prévus pour des couches, et donc du coup la ceinture est trop lâche. Donc ça c'est ce qui peut être du coup un peu plus problématique, mais on trouve de toute façon. Parce que même dans les pantalons de sport, des petits pantalons un peu plus souples en coton, on en trouve. Faut pas vouloir des jeans, des choses comme ça, mais pour un bébé de toute façon c'est pas adapté de mettre des jeans ou des pantalons pour plus grands. Vaut mieux qu'ils soient bien à l'aise, comme avec des pyjamas, des choses comme ça, où là on sent qu'ils sont vraiment, ils peuvent bouger. Puis je sais que moi j'avais un manteau donc de portage qui permet d'avoir le bébé qui a son trou aussi quand on le met dans l'écharpe. Il a aussi son trou avec la tête qui ressort, et donc là il est vraiment avec la maman, il est entouré par la laine, donc il a vraiment pas froid. Et moi je lui mettais juste un petit pull, même en hiver il avait un petit pull avec des baby legs, et il avait jamais froid parce qu'il était complètement entouré par la laine, et la chaleur était vraiment bien répartie. Du coup c'était pas compliqué, vraiment c'était facile à mettre en place, même dans nos pays, à Paris où il fait un peu froid. En hiver. Alors effectivement dans les magasins un peu, en tout cas les boutiques, même les boutiques en ligne un peu spécialisées, il y a du matériel comme tu le dis. Il y a effectivement des pantalons style chinois qui sont donc ouverts à l'entrejambe, que l'on peut trouver avec différents coloris. Je vais vous en montrer un juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est comme un pantalon. Sauf que effectivement, les deux jambes sont indépendantes,
et à l'entrejambe il y a une ouverture. Donc en fait ça permet à ce que l'enfant puisse de lui-même quand il s'accroupit, enfin pour un enfant qui est déjà un peu plus grand et qui marche, il peut très bien le fait même de s'accroupir permet à ce que il puisse par exemple se soulager tout seul sans avoir besoin d'un adulte pour l'aider, parce que il y a déjà une ouverture. Et voilà, ce sera donc on peut le faire soi-même. Il y a des patrons qui se trouvent des tutoriels, etc. Mais on peut aussi en acheter de différents âges. Donc ça c'était pour les pantalons. Il y a aussi des culottes qui sont en laine, qui permettent en fait il n'y aura pas l'odeur de l'urine par exemple, et ça permet de pouvoir les remettre facilement, même si elles n'ont pas été lavées tout de suite. Alors en plus là la manière de vraiment les assainir, c'est de les mettre au soleil. Si on a un petit coin de soleil, on les met même sans être lavées. Bon, alors c'est vrai que c'est mieux quand elles sont lavées, mais on peut les mettre comme ça directement au soleil et ça va absorber l'odeur et la couleur jaune de l'urine, et ça va être vraiment ça assainit tout de suite le tissu. Donc il n'y a vraiment pas, les mettre au soleil, c'est vraiment la meilleure recommandation. Ça peut être aussi intéressant quand on sort d'avoir des affaires de rechange, parce que du coup petit bébé, c'est vrai qu'il faut prévoir quand même 2-3 pantalons, 2-3 culottes pour pouvoir après se relayer. Moi je sais que j'en lavais au cours de la journée, je pouvais partir toute une journée complète, je lavais la culotte qui avait été mouillée, je mettais un peu sur un radiateur si j'étais à l'intérieur, je la gardais si vraiment on était à l'extérieur, mais en général on reste pas toute une journée à l'extérieur avec un bébé, donc je pouvais la mettre à un endroit où elle séchait. Et comme c'est des petites culottes, c'est pas non plus, c'est rapide quand même à sécher. Sur un radiateur, ça sèche très vite. Je remettais cette culotte là 1 ou 2 heures après, donc c'était vraiment pas compliqué. Ça permet, il faut juste se faire s'organiser, mais c'est même plus facile que d'avoir des couches et d'essayer de trouver un endroit pour le langer, le changer, le nettoyer, où là ça va être un peu plus problématique quand on est dehors. Alors que là c'est facile. Il y a aussi des espèces de petits inserts que l'on peut retrouver dans les couches, les couches lavables. Simplement, par exemple, quand on utilise déjà soit des fois des petits élastiques autour de la taille pour pouvoir ça permet à ce que l'enfant puisse ne pas être totalement trempé, mais qu'en même temps il ait la notion, il se sent qu'il a uriné, et puis pour le parent c'est juste l'enlever, mettre dans un sac en attendant que ça se lave, et puis de rester un peu en même temps au sec et en même temps vigilant et près de... C'est ça, parce que les couches, le problème c'est qu'on ne sent pas l'enfant, elles sont tellement absorbantes qu'il ne sent même plus le mouillé de l'urine, et du coup il perd cette conscience, alors que là il va quand même sentir que c'est mouillé. Il pourra aussi même s'arrêter en fait, s'il sent le début il commence, et puis on pourra aller après l'amener aux toilettes pour qu'il finisse. Donc là ça permet de faire une transition qui est intéressante. Et puis même la nuit aussi, ça peut être mis pour la nuit, parce que ça fait un petit... Oui, parce que j'imagine que pour certains parents, le fait... il y a certaines périodes dans la journée ou certaines conditions, c'est ça, situations qui sont peut-être un peu plus difficiles à gérer. Donc du coup, de se dire, ok, là, je vais prendre la voiture, je sais que je vais pas pouvoir m'arrêter. Je mets un petit... par exemple, un petit linge, un petit carré, même sur le siège auto. Sur le siège. Pour protéger le siège sans forcément mettre une couche ou une épaisseur à l'enfant. Oui, ça permet au moins de protéger le siège, et puis que il soit quand même pas complètement trempé. S'il fait pipi à un moment donné, on peut pas s'arrêter, donc c'est pas très compliqué. Et pour la nuit, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est d'avoir une peau d'agneau. Oui, la peau d'agneau, c'est vraiment efficace aussi, parce que ça va aussi absorber l'urine sans qu'il soit trop mouillé, et puis ça sent pas, il n'y a pas d'odeur, en plus il est bien au chaud, et puis il faut la mettre aussi régulièrement dehors au soleil pour qu'elle reprenne, elle s'aère et qu'elle s'assainisse. Mais c'est déjà, c'est pas sale, ça reste bien propre. Et puis c'est surtout que on peut par exemple quand le bébé a fait pipi, le bébé reste au sec. Oui. Et en même temps, il suffit de mettre par exemple une serviette pour que on absorbe tout, et du coup les poils sont
Ils sont secs, tout est sec parce qu'on a absorbé tout de suite. La laine est vraiment... Oui, elle n'a pas du sèche, tout elle n'est pas du tout mouillée. C'est vrai que moi je prévoyais toujours une petite serviette à côté pour pouvoir éponger tout de suite quand il avait fait pipi. Ça absorbait et voilà, il pouvait se remettre dessus et redormir sans souci, sans que ce soit tout mouillé. Et ça évite que le lit soit aussi mouillé parce que c'est vrai que quand on dort avec son enfant et qu'on est dans un grand lit, ça fait quand même beaucoup de draps à faire laver à chaque fois. Donc il vaut mieux éviter de faire trop de machines. Donc voilà, ça permet que ce soit pas compliqué à gérer la nuit. Après, faut le sentir aussi, il faut en avoir envie, mais même s'il fait pipi la nuit, c'est pas gênant. Faut pas se dire que ça va être embêtant et qu'on va devoir faire tout de suite pour le bas de combat. Puis surtout que ça peut être aussi une organisation, avoir une bassine pour mettre justement les serviettes qui ont été humides ou voilà, et du coup ne pas avoir à se lever. L'intendance éviter de se lever peut être plus légère quand on y pense un petit peu à l'avance. Oui, il faut déjà avoir tout à côté de son lit, se prévoir tout ce qu'il faut. Alors le petit pot pour pouvoir faire pipi, ça c'est important aussi. Ça aussi on en trouve dans les magasins. Oui, c'est vraiment facile à trouver. Et puis même alors j'ai vu dans certaines boutiques, tu sais, Paris pas cher, enfin des petites boutiques où pour quelques euros on trouve plein de choses. Il y a souvent des espèces de petits pots qui sont pas forcément dédiés à ça, mais qui correspondent. Il faut juste que les bords soient pas trop fins et que ça, donc ça fasse pas mal aux fesses quand on le met dessus, que donc pas trop fin, un peu plutôt arrondi pour que ça prenne bien, que ça abîme pas la peau des bébés. Et voilà, on peut le mettre, on peut trouver des tupperwares, des choses qui peuvent être adaptées, qui peuvent très bien faire l'affaire si on n'a pas ça tout de suite, mais ça vaut vraiment pas cher ces petits pots là. Ils sont mignons en plus, on les trimballe partout, c'est pratique. Alors c'est vrai que quand on va en voiture, c'est bien d'avoir un couvercle. Là ces pots là n'ont pas de couvercle, donc c'est pas mal même de prendre même un tupperware dédié à ça, où on va mettre le petit dessus et on pourra le refermer, parce qu'en voiture c'est vrai que ça bouge et ça peut être embêtant d'avoir du pipi qui coule un peu dans tous les sens. Bon, il y a le petit retour en coton, enfin en tissu, qui permet d'absorber si ça penche un peu, mais quand même c'est bien d'avoir un couvercle qui soit bien hermétique. Alors après dans les ressources, donc comme on a dit, il y avait internet, il y a des forums, des choses comme ça, des listes de discussion aussi. C'est ça. Dédiées à ça. Oui, on peut poser des questions. Et puis c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir, si on n'a pas de gens autour de soi qui le pratiquent, trouver des groupes de discussion aussi, parce que je pense que c'est bien de rencontrer aussi les gens en direct. Ça permet de voir comment chacun fait, comment ils sont, comment ils procèdent, de voir les habits, de voir réellement comment ça se passe la discussion. Voilà, on peut poser des questions, si on a vraiment des choses précises, c'est bien, mais quand on veut se rassurer et être un peu plus dedans, c'est bien de rencontrer les gens. Et puis il y a des ouvrages, alors je crois qu'il y en a un troisième, mais je me souviens plus. Oui. Donc on n'a pas d'action sur non, ces ouvrages, pas du tout. Mais c'est effectivement, donc Sans couche, c'est la liberté d'Ingrid Boer, qui a été traduit à la redécouverte de l'hygiène naturelle du bébé. Et puis Hygiène naturelle de l'enfant, la vie sans couche de Sandrine Monrocher-Zafaro. Donc aux éditions Jouvence et aux éditions L'Instant Présent. Donc ça peut être effectivement des ouvrages. Celui-là, il est vraiment complet. Ah oui, là, c'est vraiment... Il permet d'aborder tout ce que, en détail, différentes approches, d'avoir une vue peut-être d'ensemble, puis après de faire son petit chemin. Oui. Là, c'est plus... C'est sur la pratique, la pratique vraiment, là c'est de la philosophie aussi, la démarche en soi que l'on décide de faire ou pas pour accomplir, pour rentrer dans cette démarche. C'est autre chose, c'est vraiment un ensemble et c'est vraiment intéressant. Et donc les bénéfices pour l'enfant, c'est certes effectivement pouvoir rester connecté avec ses besoins-là et ne pas se couper
pour réapprendre après C'est ça. Et puis quelquefois c'est même déjà trop tard parce qu'on a des choses qui se sont abîmées, qui ont été maltraitées et du coup voilà, on essaie tant bien que mal de revenir un peu à cette conscience, mais c'est compliqué, ça vient difficilement. Et puis, comme tu disais, de se connaître au mieux, corporellement, d'avoir tout son corps. De connaître, d'explorer tout son corps, parce que c'est vrai que les organes génitaux, ça font partie de notre corps et c'est pas quelque chose, alors comme on peut le diaboliser, le voir d'une façon malsaine, alors que voilà, ça fait partie de notre corps, on doit l'intégrer et si on est à l'aise avec ça, on se sent bien, ça va être un épanouissement total, on va se sentir bien, il n'y aura pas de problème par la suite lié à ça. Donc non, c'est important de sentir aussi. Pour les parents et les enfants, donc c'est une communication qui va être plus fine, qui va continuer à s'affiner, à répondre en fait à l'ensemble des besoins de l'enfant. Pour les parents, ça peut être aussi un beau parcours pour se réapproprier. Tu parlais de l'intuition et de justement de se reconnecter avec cette partie qui sait spontanément certaines choses et qui n'est pas forcément intellectuelle mais plus dans le cœur. Oui, c'est ça. Donc ça, se faire confiance, se dire mais en fait j'ai cet instinct-là, elle est présente et elle est là. Elle est là, oui. Et puis une dernière, il peut y avoir aussi des avantages. Il peut y avoir aussi des avantages économiques ou bien environnemental dans effectivement le fait qu'on n'ait pas acheté de couches. Donc au niveau financier, c'est un gros budget qui diminue de façon très importante. Oui. C'est vraiment important. Oui, ça représente une grosse partie. J'ai des amis qui achètent des couches et ça fait une grosse partie de leur budget. Et effectivement, on se dit c'est ça quand même en moins. On n'aura pas en plus à payer. En parlant aussi écologiquement, c'est quand même un gros problème et on en parle de plus en plus. C'est des tonnes d'injection des déchets. Voilà, les déchets que ça peut produire et puis ce qu'on met, les produits qui sont dedans, qui sont aussi très toxiques, surtout pour un petit enfant. Et là, c'est vrai que c'est vraiment embêtant en soi, le petit aussi. Donc nous avons fait le tour. J'espère que ce sujet, en tout cas cet entretien vous aura permis d'y voir un peu plus clair et puis peut-être d'aller chercher après vos propres infos. Je te remercie beaucoup Annabelle. Merci aussi de m'avoir interviewée. Et puis Ewen. qui voulait aussi participer à l'interview, mettre son grain de sel dedans. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres interviews et d'autres vidéos. Je vous invite chaleureusement à partager celle-ci à vos proches et à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos et entretiens. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.